Bonjour, bonjour Luc. Bien, j'ai l'honneur de présider le jury de thèse de Luc Le Breton pour une thèse en STAPS intitulée « De l'analyse des activités de travail à l'analyse d'une trajectoire d'innovation de prévention dans le secteur des travaux sur corde, vulnérabilité, mobilité, régulation ». Tout d'abord, je tiens à remercier la direction de m'avoir confié cette mission et de m'avoir invité à ce jury, et également les membres du jury, rapporteurs et examinateurs pour participer à ce jury. Alors, je vais intervenir sur le déroulé de la soutenance. Tout d'abord, Luc, que je vais tutoyer parce qu'on se connaît depuis quelques années, tu auras entre 20 et 25 minutes de présentation, pas plus. Voilà, pas plus de 25. Ensuite, nous écouterons Bénédicte Vignal, maîtresse de conférence en STAPS, laboratoire Elvis, à l'Université Lyon 1, directrice de la thèse. Suivra Bastien Soulet, co-directeur de la thèse, professeur des universités STAPS, Université Lyon 1. Nous ferons une petite pause de 10 minutes, pareil, pas plus. Nous écouterons ensuite... Pardon, c'est pas à ce moment-là la pause, pardon, j'ai commis une erreur. Ah oui, là, si on s'arrête tout de suite, ça va pas le faire. Alors, nous écouterons ensuite la première rapporteure, Sandrine Caroli, professeure des universités en ergonomie à l'université de Grenoble. Voilà, parce que... Nous écouterons ensuite la deuxième rapporteure, Géraldine Rixlièvre, professeure des universités en STAPS à l'université de Clermont-Ferrand. Et là, nous ferons une petite pause pour ensuite avoir un échange avec Yann Dallapria, professeur des universités en STAPS à l'université Paris-Nanterre, examinateur. Et enfin, nous aurons un petit échange avec moi en tant qu'examinatrice et présidente du jury. Les échanges ne doivent pas durer plus de 30 minutes. Ils peuvent être variables. Tu dois adapter tes réponses en fonction aussi du temps de parole du membre du jury pour ne pas dépasser une trentaine de minutes en global. J'ai tout dit ? Bien, on va t'écouter pour 25 minutes maximum. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci Mesdames et Messieurs les membres du jury d'avoir accepté d'examiner ce travail et de vous être rendus disponibles pour cette soutenance. Merci Bastien et Bénédicte pour m'avoir donné l'opportunité de réaliser cette recherche doctorale et pour votre accompagnement. Et puis merci à l'ensemble des personnes présentes qui me font le plaisir de venir assister à cette soutenance. Je vais simplement... Voilà. Et puis je vais commencer par introduire brièvement qui sont les cordistes et ce que représente le secteur des travaux sur corde. Les cordistes interviennent pour réaliser des travaux quand les autres professionnels ne peuvent pas accéder par les moyens traditionnels. Ainsi, ils réalisent des missions de techniciens de la hauteur, accéder en sécurité à l'inaccessible, tout en réalisant un travail d'exécution afin d'entretenir et de maintenir, voire d'installer les infrastructures de nos sociétés contemporaines. Les interventions qu'ils réalisent répondent à des enjeux essentiels pour la collectivité. Ils permettent de prolonger la durée de vie des infrastructures tout en limitant les coûts qui s'y rapportent et participent à la sécurité des usagers dans l'espace public. Les premières entreprises spécialisées autour de ce dispositif technique apparaissent à la fin des années 1970 et en 40 ans, le travail sur corde est devenu un métier par l'intermédiaire d'un processus d'institutionnalisation soutenu notamment par l'introduction d'un décret législatif réglementant la pratique, tout en ayant pour effet de la légitimer. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le nombre d'entreprises et de personnes concernées par le secteur des travaux sur corde. Néanmoins, on peut évoquer les estimations qui sont avancées par le syndicat patronal, qui parle de 800 entreprises environ et 20 000 personnes en lien avec l'activité. Alors, comment on s'est intéressé aux travaux sur corde ? Au regard du caractère spectaculaire de l'activité, de son lien avec les loisirs sportifs verticaux, on aurait pu interroger ce phénomène sous l'angle du métier passion ou, à l'inverse, sous l'angle du risque d'accident. En effet, en termes de perception des risques, la chute de hauteur apparaît comme la principale menace. Or, d'autres menaces, moins soudaines et parfois sans gravité immédiate, existent en raison de la nature du travail et des gestes spécifiques à réaliser,
des environnements de travail, de la temporalité des interventions, de la difficulté d'accès au chantier et leur nécessaire sécurisation, ou encore de la position corporelle en suspension dans un harnais. Ces éléments se répercutent à l'échelle collective, de sorte que la profession fait face à la problématique des carrières courtes, notamment. Et on peut finalement, en lien avec la flexibilité du marché du travail, identifier que le secteur est marqué par une qualité de l'emploi assez faible, qui nuit à la santé des cordistes et des entreprises. Donc c'est en identifiant ces problématiques et le manque de connaissances dans la littérature qu'une équipe de recherche pluridisciplinaire en STAPS s'est penchée sur cette activité physique et professionnelle. À travers une étude épidémiologique, un premier diagnostic a pu être posé. Il a permis de mettre en évidence des pathologies professionnelles et la nécessité d'aller plus loin dans la compréhension des conditions de travail des cordistes. C'est dans cette optique qu'un programme de recherche s'est construit autour de la caractérisation des conditions d'exercice du métier et de l'accompagnement des innovations susceptibles de renforcer sa soutenabilité. Ce projet interdisciplinaire avait pour originalité de proposer un quadruple éclairage, biomécanique, physiologique, psychologique et sociologique. Et venant d'une formation en sociologie, nous avons intégré ce programme de recherche grâce à un contrat de thèse associé au projet et fléché pour approfondir donc la dimension sociologique. Ainsi, nous avons poursuivi ce questionnement autour des conditions de travail, avec pour ambition d'explorer la complexité, mais aussi la spécificité de cette activité qui brouille les frontières métiers, est majoritairement investie par des travailleurs intérimaires et qui met à profit les techniques de corde comme un moyen de production. À la différence de nombreuses études empiriques réalisées dans le champ des Maintenance and Repair Studies, les cordistes se présentent comme une réponse au déséquilibre de l'ensemble de l'ordre socio-matériel, dès lors qu'ils présentent une difficulté d'accès. Ainsi, à travers la corde, les cordistes apparaissent comme détenteurs d'une solution d'ingénierie, les conduisant à pénétrer une multitude de configurations socio-techniques que les acteurs du terrain résument en 3 milieux, l'urbain, l'industrie, le TP, et dont on a ici une illustration. De cette spécificité donc découlent des formes de vulnérabilité à l'échelle individuelle et collective. Alors à partir de ces éléments, on s'est attaché à explorer comment les acteurs de cette sphère d'activité des travaux sur corde s'organisent et font face aux contraintes qu'implique la mise en œuvre de ce dispositif technique. Cette notion de sphère d'activité permet de considérer le secteur des travaux sur corde comme un agencement d'acteurs individuels, collectifs, d'institutions et d'éléments non humains. Elle nous permet d'observer le social à différents niveaux et de considérer différentes formes de solutions produites par les acteurs en réponse aux difficultés que présente l'usage de ce dispositif technique. Ces différentes formes de solutions, nous avons cherché à les identifier d'un côté à travers l'étude des activités de travail, ces processus sociaux qui sous-tendent la production, et dans une démarche complémentaire, nous avons voulu interroger le phénomène de l'innovation afin de comprendre comment ce processus social qu'est l'innovation est susceptible d'apporter, lui aussi, une solution permettant de soutenir cette sphère d'activité. C'est donc en faisant une sociologie du travail et des organisations, et donc en essayant de penser le travail et les organisations en même temps, que nous avons voulu d'abord explorer cette sphère d'activité des travaux sur corde. Cette sociologie amène à repartir des situations de travail, en interrogeant ce que font les cordistes, avant de considérer leurs actions dans un contexte organisé. Ainsi, nous avons mobilisé le concept d'activité afin d'interroger l'activité dans le travail, soit tout ce que fait le cordiste pour agir et se maintenir selon les objectifs qu'il se donne par appropriation du contexte, et puis la théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud, afin de considérer les mécanismes qui rendent possible le travail. Pour étudier ces éléments, nous avons réalisé une enquête d'inspiration ethnographique qui reposait sur une série d'observations combinées et organisées. Elle nous a permis de suivre 40 cordistes, et le dispositif méthodologique consistait à suivre un binôme durant près d'une semaine de travail et de répéter l'opération dans 20 entreprises différentes. L'enjeu était de nous rapprocher à la fois du quotidien des cordistes, tout en explorant une large diversité de situations et d'organisations. En complément des observations et des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des cordistes observés et auprès de l'encadrement, afin d'approcher son rôle et le fonctionnement des structures. Et puis, de façon complémentaire, donc notre attention s'est portée sur l'innovation en train de se faire, et nous avons ici réalisé une sociologie de l'innovation en mobilisant le modèle de l'intéressement et les outils de la théorie de l'acteur réseau, afin de suivre la trajectoire d'un équipement matériel qui a été inventé par un cordiste, afin de réduire l'épuisement physique causé par le travail sur corde. Je vais maintenant passer à la présentation de mes résultats, en abordant les éléments centraux qui nous semblent intéressants de mettre en avant, afin de pouvoir les discuter ensuite avec vous.
Notre travail de recherche permet de dégager un premier niveau de résultats permettant de rendre compte d'un processus de spécialisation. Dans le manuscrit, nous montrons d'abord comment, à l'échelle collective, s'organise la production du travail sur corde. Les entreprises délimitent un périmètre d'action en termes d'environnement et de tâches afin de maîtriser un minimum les contraintes techniques, administratives, matérielles et organisationnelles. Cette spécialisation se rapporte principalement aux compétences des entrepreneurs eux-mêmes, mais également à travers les compétences de la main-d'œuvre dont ils disposent. Et de fait, lorsqu'on s'intéresse au parcours professionnel des travailleurs, on s'aperçoit que ces derniers alimentent ce processus de spécialisation en reconstruisant un périmètre autour d'un métier traditionnel ou d'un ensemble de tâches ou d'environnement, traduisant alors finalement une recherche pour eux de confort et de stabilité à travers cette spécialisation. Notre travail permet de comprendre cette dynamique qui va pourtant à l'encontre des raisons pour lesquelles les cordistes s'engagent dans le métier, qui est plutôt initialement la recherche d'aventure, la volonté de sortir d'une routine. Donc au travers d'une typologie que nous avons construite, nettoyer, bricoler, installer, où chaque verbe englobe une multitude de pratiques, contrairement à ce que l'on pourrait croire, chaque tâche, même celle qui apparaît la plus basique, que ce soit nettoyer une vitre ou démousser une toiture, nécessite de mobiliser des savoir-faire pour être en mesure de répondre à des exigences, qu'elles soient individuelles ou fixées par l'encadrement. Et ces savoir-faire, ils apparaissent comme indispensables pour assurer la réalisation du travail, se l'approprier, construire son identité professionnelle et éviter de réaliser un travail de cochon, pour reprendre l'expression de Christophe Dejour. Cette maîtrise est aussi nécessaire pour être en mesure de s'économiser via la mise en place de savoir-faire de prudence, par exemple. Donc ces savoir-faire manuels, ils sollicitent la dextérité, le corps, l'ensemble des connaissances qui se rapportent aux matériaux, à leurs propriétés ou leur comportement, mais également à l'ordre social dans lequel se déroule l'intervention. Et donc face à cette réalité, on a pu observer que les cordistes tendaient à se spécialiser afin de construire ce qu'on pourrait appeler un portefeuille d'environnement ou un portefeuille de pratiques, les environnements et les pratiques étant souvent liés. Cette forme de spécialisation leur permet d'identifier plus facilement des appuis dans l'action et ainsi se prémunir d'une situation de vulnérabilité qu'un environnement non maîtrisé peut faire surgir. En nous appuyant sur ce résultat que nous avons croisé avec les données que nous avons collectées sur les parcours professionnels de nos enquêtés, nous avons construit 3 profils qui sont des idéotypes. Ils permettent de décrire 3 façons de s'emparer et d'exercer l'activité. D'un côté, le découvreur, qui navigue à la recherche de beaux chantiers, plus souvent intérimaires et nouveaux au sein de la profession. Et de l'autre, le pragmatique et l'investi, chacun d'eux illustrant une façon de se spécialiser. Le premier en mobilisant son réseau et ses compétences progressivement acquises, mais également en jouant sur les différents statuts professionnels, CDD, indépendant, intérimaire. Il va ainsi conserver cet idéal de mobilité qui caractérise le métier tout en étant capable de sélectionner ses chantiers. Et puis le second, en s'investissant, donc le profil investi, en s'investissant au sein d'une entreprise, ce qui le conduit à terme à s'éloigner du terrain. Finalement, la mise au jour de ce processus de spécialisation, à l'échelle individuelle et collective, tend à dessiner des mécanismes d'association entre les entreprises et les cordistes. Ici, une approche par la sociologie des réseaux sociaux apparaît comme une perspective intéressante pour approfondir cette dimension. Par ailleurs, cet angle d'analyse fait émerger la nécessité de maîtriser des savoir-faire, mais ces derniers se rapportent essentiellement à la tâche qui est exécutée, celle qui se déroule en bout de chaîne, quand on est sur corde. Ainsi, nous avons été plus loin, nous avons voulu dépasser ce point de vue, on a été plus loin dans notre volonté de comprendre comment concrètement les acteurs rendent possible la production, tout en faisant face aux défis techniques qu'impose la mise en œuvre d'une intervention. On peut alors dégager un second ensemble de résultats relatifs à la compréhension de l'organisation dans l'action. Cette production de connaissances, elle s'appuie sur une description de l'activité, description de l'activité de travail qui a fait l'objet d'un article par ailleurs. Elle nous a permis de construire une typologie faisant ressortir 3 espaces-temps que les cordistes s'approprient pour déployer leur activité. Le premier est relatif à l'articulation des interventions. Il permet de rendre compte du travail alors qu'il est distribué dans différents lieux, à tel point que la multiplication des interventions de courte durée rapproche le cordiste des métiers de la tournée. On retrouve la nécessité ici d'un travail de préparation et de planification en lien avec l'entrepôt de l'entreprise et puis le véhicule de transport appréhendable comme un entrepôt mobile. Un second espace-temps qui renvoie au site que les cordistes investissent, une usine, un immeuble, une falaise. Et bien que s'apparentant à un moment de transition, cet espace-temps apparaît déterminant, notamment en lien avec la sécurité.
Il vise à organiser le travail suspendu à venir, donne à voir une phase d'exploration puis d'installation. Les travailleurs font la rencontre de lieux avec lesquels ils composent afin de les transformer en lieux pratiqués. Le troisième espace-temps se déroule, lui, dans ce que nous avons appelé l'espace limite. Les cordistes se confrontent directement au danger que constitue la hauteur. Cette phase de travail suspendu, où activité de corde et activité de chantier s'articulent, elle modifie la mobilité du corps du cordiste, ce qui le conduit à tisser une nouvelle relation avec la gravité. Son rapport à l'espace et au temps se redessine au travers de son équipement, d'efforts physiques et d'une certaine attention à ce qui l'entoure. Cette analyse de l'activité, elle permet d'approcher le pouvoir d'agir de chaque cordiste et leur capacité à le mettre à profit des situations qu'ils découvrent et aux environnements qu'ils rencontrent, et aux événements qu'ils rencontrent. De sorte que la maîtrise du processus de production repose sur l'intelligence pratique du cordiste et sa capacité à orchestrer spatialement, temporellement, matériellement, les multiples situations qu'impliquent les différents espaces-temps que nous avons évoqués. Cette gestion de l'univers situationnel dans lequel se situe l'action montre que la conduite d'une intervention ou d'un chantier repose donc sur un travail d'organisation qui est pris en charge par les travailleurs eux-mêmes. On observe que la qualité de ce travail d'organisation, qui nécessite d'être réalisé à l'échelle collective, dépend de la capacité du binôme à coopérer. Sur le terrain, il est apparu que la phase d'exploration, évoquée dans l'espace-temps numéro 2 précédemment, cette phase, elle est cruciale dans la construction de cette coopération. Elle permet la création d'un registre opératif commun afin d'avoir une vue partagée du chemin à emprunter pour sortir la production. C'est à ce moment que les cordistes se répartissent dans l'espace, se répartissent les tâches, bref, se coordonnent en se confrontant au concret de la réalité et aux problèmes que le chantier dessine à fur et à mesure qu'il se déroule. Cette élaboration d'une stratégie collective par le binôme peut conduire les cordistes à modifier, transgresser, voire réélaborer les règles, en lien avec la structuration hiérarchique du binôme, modifier la symétrie dans la relation au sein des deux acteurs, transgresser, réélaborer les règles autour de la redéfinition du temps au travail, avec par exemple ce qu'on appelle le fini parti, ou en lien avec la gestion de la sécurité. Ces éléments de modification, voire de réélaboration des règles, se rapportent à des régulations autonomes. Elles sont soumises à l'intérêt respectif de chacun dans le jeu social. On a ici une modélisation de ce qui se passe à l'échelle du binôme, mais cette représentation est incomplète puisque pour comprendre le travail et l'organisation des chantiers de corde, il faut considérer donc le contexte organisé dans lequel évoluent ces travailleurs. En effet, cette coopération se joue en lien avec un troisième acteur qui est l'encadrement. Donc pour mieux comprendre ce fonctionnement, nous avons poursuivi notre illustration schématique afin de considérer les éléments qui formulent un contexte organisé. L'encadrement pose un cadre organisationnel par le recours lui aussi à un travail d'organisation via la programmation et la rationalisation des interventions en définissant par exemple la constitution du binôme. Et puis en complément, on distingue non plus des acteurs mais des éléments non humains à travers des règles de contrôle qui sont formulées par le cadre législatif et la profession. C'est en lien avec ces éléments qui viennent du haut que se construit l'organisation, mais elles ne forment pas une régulation de contrôle. On observe chez les cordistes une importante autonomie, et celle-ci est moins conquise par les cordistes que requise par l'encadrement et le besoin du système de travaux sur corde de façon générale. Il s'agit bien d'intervenir à partir d'un dispositif matériel adaptable, malléable, ce qui rend délicat la prescription de son utilisation. Pour autant, les cordistes ne font pas ce qu'ils veulent, et cette autonomie est négociée, et elle donne lieu à ce qu'on a appelé des régulations de compromis. Cette négociation, instable et informelle, vise à encadrer le niveau d'autonomie des cordistes et tend à définir une conception du travail, et elle contribue à paramétrer la logique de production que les cordistes définiront à travers donc, le travail d'organisation. Autrement dit, en fonction de la régulation de compromis réalisée avec l'encadrement, ils investiront plus ou moins leurs compétences, leur savoir-faire spatial et corporel pour établir une logique de production jouant sur la sécurité, l'efficacité ou à la marge, l'économie du corps et des efforts. Il faut enfin souligner que les cordistes apparaissent épargnés de la domination qu'une partie des ouvriers subissent à travers la surveillance hiérarchique permanente, mais ils ne sont pas pour autant délestés de contraintes. Au regard de cette autonomie, se dessine une contrainte que nous avons observée à travers la responsabilité qui tend à peser sur les cordistes.
Ils ont de l'autonomie, mais ils doivent prouver qu'ils en font bon usage. Ainsi, l'autonomie peut les conduire à se dépasser et se défoncer, pour reprendre les mots d'Anne-Marie Dujarrier. Et elle peut aussi faire passer d'une sécurité gérée à une sécurité incontrôlée, lorsque les termes de l'échange ne sont pas définis ou qu'ils sont déraisonnables. En lien avec l'autonomie se jouent alors des questions de reconnaissance symbolique, statutaire et de rétribution. À partir de cette description du système social, soulignons d'abord que l'étude du travail et de l'organisation de cette activité permet de montrer que le travail sur corde, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas corseté par les normes et les règles de contrôle, et qu'il repose sur un système de régulation locale qui se caractérise de manière générale par l'autonomie des cordistes et une réélaboration des règles fixées par le cadre normatif et législatif. Cette autonomie des équipes de terrain, requise par l'encadrement, se rapporte au fait que le travail est distribué, aussi bien géographiquement que spatialement, dans des espaces limites et pour des opérations parfois inédites. En effet, comment prescrire un mode opératoire quand l'opération n'a jamais été réalisée par le passé ? Ces éléments nourrissent les travaux qui interrogent l'incomplétude de la prescription, et ici, plus encore qu'une organisation du travail à prescription floue, comme l'a décrit Marcel Duc sur les chantiers traditionnels du BTP, les acteurs peuvent être confrontés à l'inconnu de la tâche et de la configuration. Ainsi, les interventions en espace limite peuvent conduire à des situations dont le réglage n'est pas pensé, et se rendre dans un espace limite implique un ajustement des règles au contexte. Ensuite, il nous semble qu'un élément important invite à être souligné, alors qu'on est face à un travail particulièrement physique, qui se rapporte à celui d'ouvrier, on observe qu'il y a tout un ensemble d'informations, qu'elles soient temporelles, spatiales, matérielles, qui sont à traiter par les cordistes eux-mêmes, tout un ensemble de communications et de relations à gérer au sein du binôme, avec l'encadrement, avec le client. Et ces dimensions, parfois invisibles, permettent de mieux comprendre finalement les conditions de travail des cordistes. De plus, il apparaît que ces conditions de travail se construisent dans la négociation, à travers les régulations de compromis et le travail d'organisation. Ici, à la marge, on a pu observer que la conciliation efficacité-sécurité n'était pas respectée lorsque l'encadrement ne posait pas de limite à l'autonomie. Enfin, afin de faire le lien avec le processus de spécialisation évoqué précédemment, il apparaît que la mobilité des travailleurs au sein de la sphère d'activité des travaux sur corde implique une redéfinition des règles, ce qui provoque une certaine fatigue à devoir continuellement travailler à construire un collectif de travail. Cette dimension, elle permet également de souligner que l'on observe aussi des défauts ou des absences de régulation. L'absence de régulation de compromis entre le terrain et l'encadrement, voire au sein du binôme ou de l'équipe, produit des situations de travail à risque où le travailleur peut se retrouver seul face à sa tâche. Ce sont ici les moins expérimentés, les plus précaires qui en pâtissent, puisqu'ils peuvent être missionnés et se voir déléguer une certaine autonomie sans qu'ils détiennent les compétences pour prendre en charge le travail d'organisation. Et donc, une des dimensions, alors que ce travail d'organisation consiste à organiser la sécurité. Et donc, de ce fait, le cas des travaux sur corde illustre que l'absence de régulation fait défaut et produit de la vulnérabilité. De même, cet aspect contribue ici aussi à faire peser des contraintes sur les nouveaux acteurs qui intègrent le collectif, donc les nouveaux intérimaires qui rentrent dans les équipes et qui peuvent être amenés à se plier aux règles coutumières établies par la régulation autonome, précédemment mise en place dans l'équipe qu'ils intègrent, et face à laquelle, du fait d'un déficit de légitimité, il peut être délicat de s'opposer en tant que jeune intérimaire, par exemple. On note néanmoins que l'arrivée des responsables sécurité au sein des entreprises de travaux sur corde tend à favoriser ce dialogue entre les cordistes et entre les cordistes et l'encadrement, notamment lorsque ces responsables de sécurité sont issus du terrain. Cet aspect dynamique qui caractérise les entreprises et les binômes est finalement un élément qui nous semble important de souligner puisqu'il participe à ce qu'on ne parle pas de régulation conjointe pour évoquer ces négociations et les compromis qui s'ensuivent. On pourrait évoquer plutôt des espaces susceptibles de faire émerger des régulations conjointes, mais au regard du caractère ponctuel, informel et conflictuel des régulations qu'on a observées, il nous est apparu plus pertinent de les considérer comme des compromis instables visant la construction de l'organisation dans l'action, sans que celle-ci soit concrètement structurée et arrêtée, comme l'entend être la régulation conjointe. Enfin, en guise de conclusion et d'ouverture, nous souhaitons revenir sur la question de l'innovation comme solution à la production du travail sur corde. À travers le suivi d'une trajectoire d'innovation matérielle, dont l'objectif était de prévenir la fatigue physique due à la position corporelle dans le harnais, nous avons décrit dans le manuscrit les différentes phases d'évolution du réseau socio-technique,
qui conduisent à ce que ce processus d'innovation soit resté inabouti au terme de l'enquête. Ainsi, la place de l'inventeur tout au long du projet a été soulignée, la construction, déconstruction et reconstruction de ses usages, et finalement aussi les transformations organisationnelles que l'adoption de cette innovation susciterait ont été pointées comme un élément délicat pour son adoption. Nous voulons ici revenir sur ces transformations organisationnelles en essayant de faire le lien avec le système que nous avons décrit précédemment. Il apparaît que la mise en œuvre des travaux sur corde repose sur des régulations locales où l'encadrement et les cordistes trouvent un compromis, réélaborent les règles pour rendre le travail possible. Cette situation dessine un contexte d'incertitude qui tient en équilibre au regard d'une tension relative aux fonctions primaires de ce dispositif technique. D'un côté, les techniques de corde se rapportent initialement à une logique d'efficacité, mais de l'autre, en lien avec l'institutionnalisation de la profession, le dispositif technique y renvoie à une logique de sécurité. Les éléments matériels qu'on utilise se dénomment d'ailleurs des équipements de protection individuelle contre le risque de chute. Et finalement, même si dans les régulations que l'on a observées, l'usure du corps relative à un type d'organisation pouvait être prise en compte, cet aspect reste marginal au profit de la construction d'un compromis déjà délicat à formuler entre sécurité et efficacité. Ainsi, nous revenons sur cet aspect afin de souligner qu'il apparaît nécessaire pour qu'il y ait adoption de l'innovation que celle-ci puisse être un élément sur lequel se tisse la régulation de compromis. Néanmoins, on peut faire l'hypothèse que celle-ci peine à être adoptée aussi parce que cette nouveauté qui introduit des transformations organisationnelles, donc cette nouveauté qu'on voit ici à l'image, tend à bousculer le système social qui est déjà en équilibre. Et finalement, la pratique des travaux sur corde peut ainsi être regardée comme une innovation où les acteurs et les éléments non humains qui l'apportent cherchent davantage à refermer cette boîte noire pour la stabiliser plutôt que vouloir y atteler un nouvel élément. Voilà, je vous remercie pour votre attention.